Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Baxter International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, nous avons une demande d'un de nos abonnés de la chaîne. Je rappelle que je lis toujours vos commentaires. Normalement, si vous remarquez qu'il y a un cœur sur le commentaire, c'est-à-dire que je l'ai lu. D'accord? Donc, même si je ne réponds pas à tout le monde, je lis également. Les suggestions également que vous faites par rapport aux entreprises, je les lis également. D'accord? Donc, ici, c'est une entreprise que quelqu'un a proposée aujourd'hui ou bien hier, je ne me rappelle pas bien. Donc, la personne, c'est Alexandre qui va se reconnaître, qui m'a posé la question à savoir en un mot. Qu'est-ce que je pense de Baxter International? Ceci également me permet de dire que je ne me suis pas transformé en vendeur de services. D'accord? Donc, je n'ai pas le choix que de mentionner généralement le service Top Premium sur chacune de mes vidéos. Ce n'est pas une obligation de le prendre ou pas du tout. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'à partir de là, je réserve une... Comment on appelle ça? Je ne ferai plus de vidéos ou bien les analyses quantitatives, les propositions que vous allez me faire ici dans les commentaires. Je ne vais pas tenir compte de ces propositions-là. Donc, je regarde toujours, mais sauf que les volumes sont assez élevés, donc je n'ai pas le choix que de segmenter un tout petit peu parce qu'on a envie de satisfaire la majorité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les commentaires ou bien on ne prend pas en considération vos suggestions, que ce soit dans la top newsletter ou dans le Discord de la chaîne ici, parce que la chaîne également, nous avons un Discord, donc le Discord est dans le lien de la top newsletter normalement. D'accord? Donc on a deux Discords totalement différents. Donc, on va parler de Baxter International en date d'aujourd'hui. Donc Baxter International, c'est un vendeur de matériel médical, d'accord? J'aime bien ce genre d'industrie-là. C'est un peu comme les Medtronic, un peu comme les Intuitive Surgical. C'est un tout petit peu comme Johnson & Johnson pour la partie vente de matériel ici. C'est un tout petit peu ici comme, voilà, quelle autre entreprise qui vend du matériel médical ici. Bref, il y en a plein, d'accord? Moi, j'aime bien ce genre d'activité ici, tout simplement parce que pour moi, il y a moins de... Comment on dit ça? Il y a moins de risques par rapport aux brevets, etc. Ici, c'est vraiment le savoir-faire. Quand vous êtes spécialisé sur un segment d'activité, ici, il y a de fortes chances que il y a de fortes chances que l'innovation continue, il y a de fortes chances que vous continuez à avoir un pricing power dans le futur. Donc, il faut également prendre en considération que la compétition ne dort pas. Donc, j'aime bien ça ici parce qu'il y a moins de changements selon moi. Donc, quand je prends ce genre de compagnie ici, vous allez vous rencontrer, oh, pourquoi tu nous présentes cette compagnie-ci? On voit ici les revenus ont tendance à baisser entre 2013 et à peu près 2015 ici. Et là, depuis 2015, par là, on a une augmentation. Ça veut dire quoi? L'historique d'une compagnie est important. C'est pour ça que quand vous regardez les revenus d'une entreprise, vous n'avez pas toute l'information. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que les revenus ont baissé. C'est pour ça que je dis toujours, oui, on fait l'analyse quantitative, mais également, on prend toujours le qualitatif pour soutenir le quantitatif. Ok, les deux sont indissociables et c'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Ok, donc, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, on va pas dire que c'est une analyse, je vais dire que on va un tout petit peu parler d'analyse fondamentale. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans cette compagnie-ci, vous allez regarder qu'est-ce qu'elle fait, quelle est la taille du marché, pourquoi est-ce que le revenu a baissé. Le revenu a baissé parce qu'elle a vendu un segment d'activité qu'on appelle Basalta, d'accord? Donc Baxter International, c'était deux entités. Elle s'est séparée d'une entité ici qu'on a appelé Basalta, d'accord? On va le mettre ici, Basalta. Ok, généralement également, vous pouvez utiliser la Wikipédia, même si parfois, voilà, c'est préférable d'utiliser Wikipédia, mais en anglais, parce qu'en français, parfois, on peut vous donner, il y a souvent des informations qui vont manquer, etc. D'accord? Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui a beaucoup changé dans le passé. Donc, il y a énormément eu de changements ici. Donc, je vais mettre ça ici en anglais. Si je mets ça en English ici, vous allez voir que la page est plus longue en anglais. Donc, si je tape ici CTRL F, je tape Basalta. Il y a de fortes chances qu'on me montre ici qu'il y a eu un spin-off de Basalta, d'accord? Donc on a spin-off Basalta ici en 2015 et vous allez remarquer que ça coïncide également avec la baisse des revenus ici. Basalta qui s'est fait racheter par Shire qui s'est fait racheter par Takeda. Donc si vous cherchez Basalta présentement en ligne, vous devez plutôt aller chercher Takeda qui est plutôt une compagnie japonaise ici, d'accord? Donc je pense qu'elle est encore cotée si je ne me trompe pas. Takeda, est-ce que Takeda est cotée? Takeda... Ou est-ce que Takeda est coté? Oui, Takeda Pharmaceutical est coté. Et puis d'ailleurs, même est-ce qu'il y a même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là? Ça va, on pourra aller regarder un tout petit peu là-bas, 20 fois les bénéfices. Bon, bref, on revient sur Baxter International. Ce qu'il faut savoir en supplément, c'est que le revenu, il est impacté parce qu'on a eu un spin-off. En supplément de ça, il faut constater une chose, c'est que l'entreprise également a fait une acquisition dernièrement, une très grosse acquisition. Donc, vous allez remarquer que le revenu est croissant. Oui, mais le revenu est croissant parce qu'on a une grosse acquisition à ce niveau-ci. Ça impacte positivement les revenus. Donc, c'est-à-dire que la dette également sera impactée positivement. Enfin,
on va se dire, entre parenthèses, négativement, dans le sens où la dette va augmenter. OK, vous constatez ça également ici. OK, comme je l'ai toujours dit, c'est bien de questionner, c'est bien de regarder la croissance, mais également, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance. Et en supplément de ça, l'entreprise est en plein changement. Je dis bien, elle va soit vendre ou spin-off 30% ces deux segments en question, d'accord? On revient ici dans les rapports financiers, ils vous le mentionnent parce que c'est toujours d'actualité. J'ai lu un tout petit peu sur la compagnie ici, pas pour cette vidéo-ci, mais ce secteur m'intéresse en général, donc parfois j'ai tendance à lire sur les entreprises qui s'échangent dans ce secteur d'activité. Donc vous allez voir ici, elle va spin-off ici le Renal Care et le Acute Therapy Business. Ces deux entités ici qui représentent à peu près 30% ici du revenu de cette compagnie-ci. OK, donc c'est 30% qui vont être spin-off dans les 12 à 18 prochains mois. C'est-à-dire que les revenus vont avoir tendance à baisser ici déjà. Vous êtes déjà au courant en date d'aujourd'hui. Et généralement, quand une entreprise fait un spin-off, elle ne fait pas un spin-off pour avoir des bénéfices nets moins élevés. Non, généralement, quand elle va faire un spin-off, c'est pour simplifier la structure et pour généralement garder ici la partie qui lui permet ici de pouvoir avoir des marges plus élevées. D'accord? Donc, sans doute ici, les bénéfices nets auront tendance à être de plus en plus croissants. Et quand on spin-off ici une entité, généralement, les spin-off avec un tout petit peu de dette. OK? Donc, le 15 milliards de dettes qu'on a présentement ici, on va peut-être le partager sur ces deux entités-là. Soit on va les spin-off en une entité, soit on va les spin-off en deux entités différentes. D'accord? Donc, c'est en processus. D'accord? C'est en processus. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. OK? Hormis le fait que vous voyez la variation, c'est une très belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Je sais généralement que ce genre d'entreprise, vous vous intéressez à ce genre d'entreprise parce qu'il y a un dividende. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a versé un dividende ici? Oui, dividende a baissé à ce niveau-ci, mais il a baissé parce qu'il y a eu un spin-off ici. D'accord? Donc, techniquement, on est à peu près au même niveau. Enfin, ça va. Donc, continuer à augmenter le dividende. Bref, vous savez que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'augmentation aussi des bénéfices nets par action. Et quand on regarde ici les bénéfices nets par action sur les 12, annuellement, donc annuellement ici, on a plutôt une stabilité par là. Enfin, techniquement, non, $3 ici. Et quand on a spin-off, on s'est retrouvé aux alentours des $2,50, mais on a une augmentation timide de plus en plus. Donc, ici, si on est en pleine transformation, c'est-à-dire que ce qu'on va faire ici aujourd'hui, sur les 12 prochains mois, ça pourrait changer. D'accord? Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un gros changement. Donc, quand on va évaluer l'entreprise en date d'aujourd'hui, on l'évalue par rapport à l'ensemble de tous ces éléments-là, par rapport à tous les segments d'activité, même ceux qui sont prévus, ceux qu'on a prévus de spin-off. OK? Et au fur et à mesure des spin-offs, généralement, quand il y a un spin-off, j'aime souvent aller regarder le trimestre suivant ou bien les 2 trimestres suivants pour voir à peu près l'évolution. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, revenu. On prend le revenu ici, on a à peu près 15 milliards, 110 millions. Mais il faut regarder si les analystes s'attendent à voir combien sur les 12 prochains mois en termes de revenus. Attention, on remarque également qu'il y aura un changement. 15 milliards 340 millions ici. Donc, je prends le 15 milliards 340 millions. D'accord? Donc, 15,340. Maintenant, en termes de croissance, etc., on va mettre ça ici à zéro. De toute façon, ce sera un spin-off, donc il y aura tendance ici à avoir des revenus décroissants, mais techniquement, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. Donc maintenant, en termes de free cash flow, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je constate d'abord, il faut que je vérifie si les free cash flow et les net income parlent le même langage. OK? Donc ici, on met ça là, on met ici et on compare. On voit à peu près que les deux entités, voilà, sensiblement le même langage. OK? Même si les net income sont négatifs de 2 milliards 430, mais techniquement, ils n'ont pas perdu d'argent parce que les free cash flow sont à peu près positifs. OK? On pourrait également les regarder si on a à peu près le full year ici, donc le quatrième trimestre ici, donc à peu près annuellement. Donc, on peut voir les chiffres. Est-ce qu'on a les chiffres ici? Bon, je vais faire recherche free cash flow. D'accord? Free cash flow de 532 millions par là. Donc voilà, vous pouvez également voir pourquoi est-ce que ça a baissé, etc. Donc ici, moi, je vais prendre les marges, d'accord? Les net income ici, vu que les net income parlent à peu près le même langage. Donc ce qu'on va faire ici, c'est net income margin. D'accord? On prend ça, on met sur les annuellement, vu qu'on a déjà les résultats annuels ici. Donc janvier 2023. Donc je mets la médiane. D'accord? Et je rappelle qu'elle n'a pas perdu d'argent ici. C'est juste qu'il y a eu une charge spéciale ici. Mais de toutes les façons, les net income sont moins élevés que l'année précédente. Il faut aller regarder pourquoi. D'accord? Donc, ici, quand on regarde sur les 10 dernières années, on a du 12%. Mais attention, la compagnie a changé. Donc, réellement, il faut la regarder à partir de 2015. Donc, 2015, ici, c'est à peu près, voilà, idéalement aux alentours de, voilà, si on peut prendre ici, je prends là. Voilà. Donc, à peu près à partir de cette période, on a à peu près 9,58. Sur les 10 dernières années, on a 9,88. Sur les 5 dernières années, on a 9,44. Donc, je mettrai ici 9,5 pour faire simple. D'accord? 9,5, 9,44.
1,5. OK? Donc, maintenant, en termes de nombre d'actions ici, est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ou bien qui émet de nouvelles actions? On rachète plutôt nos actions ici. Quand on regarde l'évolution du nombre d'actions, nous avons à peu près 507 millions d'actions et je vais mettre ici 507. 507. Maintenant, le PER moyen pour cette compagnie ici, c'est une compagnie qui va s'échanger généralement aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Matériel médical, secteur défensif, attention. Vous voyez ici 13 fois les bénéfices, mais ça ne veut pas, à ce niveau-ci, ça ne veut pas dire le forward PE. Ça veut dire ici que voilà, cette entreprise paraît sous-évaluée, mais comme je dis toujours, nous on prend toujours en considération la dette. Le marché ne prend pas toujours en considération la dette, mais ici, il y a de fortes chances que la dette soit inclue. Donc faites attention, ça ne veut pas dire qu'on est sous-évalué. Donc alors, ici, de toute façon, on va trouver la réponse tantôt tout à l'heure. Maintenant, je prends les price to earning ici, je les prends sur les 12 derniers mois. Donc, quand on les met sur les 12 derniers mois ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de variations, énormément de variations. Donc, quand on prend ici, c'est pour ça que j'aime prendre la médiane. Quand je prends la médiane ici, je constate que c'est une entreprise qui s'échange à 18 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières, je rappelle que c'est une entreprise qui a changé sur les 10 dernières années. Donc, ici, sur les 20 dernières années, on a 24 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a 35 fois les bénéfices. Attention, il y a eu beaucoup de zigzags ici. Donc, je prendrai 20 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie ici. OK? 20 fois les bénéfices. Parce que si on regarde également les price to earning normalisés, enfin, après, en prenant en considération l'estimation des analystes, on voit ici que la médiane est généralement aux alentours de combien? Donc, je prends ça, je mets la médiane à ce niveau-ci. On a combien? Et boum, on a à peu près 22 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a 22 fois les bénéfices. Donc, je prends 20 fois les bénéfices. Je rappelle que le PER, c'est un rendement. Moi, j'adore le PER. D'accord? J'adore les PE, pas parce que je vais voir un PE de 10 que je vais l'acheter, mais je sais également ce que ça inclut à l'intérieur. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je peux également savoir que si j'arrive dans le secteur ici le secteur de l'énergie, toutes les entreprises avaient des PE de 10, ça ne veut forcément pas dire qu'elles sont sous-évaluées. Elles sont d'accord? Mais si j'arrive dans le secteur, par exemple, des technologies, des nouvelles tech, je vois ici des PER inférieurs à 20, inférieurs à 10. Ça veut dire qu'elles sont sous-évaluées, mais maintenant, il faut voir pourquoi est-ce qu'elles sont sous-évaluées. Parce qu'une entreprise sous-évaluée peut continuer peut avoir des PER qui augmentent de plus en plus alors qu'elle est sous-évaluée, tout simplement parce que les bénéfices nets diminuent. Donc, n'oubliez jamais que le PER, c'est en relation avec les bénéfices nets. Donc, c'est pour ça que c'est un 360, on vérifie tout. Tous les ratios ici ont comment on appelle ça, tous ces ratios-là sont liés. Aucun ratio ne doit être pris de manière ici. Voilà, je ne peux pas prendre le PER ici sans toutefois aller regarder la dette, sans toutefois aller regarder la marge, sans toutefois aller regarder les revenus, sans toutefois aller regarder la marge brute. Tous ces éléments-là sont liés, d'accord? Une fois que vous avez compris ça, l'analyse quantitative devient très facile pour vous. Et je vous ai toujours dit que c'est la partie la plus facile, d'accord? C'est la partie la moins complexe, parce que la plus complexe maintenant, c'est de faire parler tous ces chiffres-là et de ressortir avec quelque chose d'assez correct derrière, d'accord? Sans toutefois avoir un raisonnement biaisé par rapport à ses propres émotions, parce que les émotions jouent également beaucoup. C'est pour ça que j'adore ça. C'est pour ça que j'aime bien J'aime lire les rapports financiers parce que c'est drôle de savoir à peu près qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui, et voir que ça s'est réalisé, ou bien voir à peu près pourquoi est-ce qu'on a échoué, pour voir à peu près qu'est-ce qu'on pensait telle année et pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis. C'est intéressant. Le questionnement perpétuel est très intéressant dans ce secteur d'activité parce que rien n'est gravé dans la roche. Quand je dis secteur d'activité, parce que je nous considère comme des analystes, d'accord, à part entière. On se débrouille un tout petit peu. Nous sommes peut-être pas des analystes on ne travaille peut-être pas pour Berkshire Hathaway ou bien des choses comme ça, mais quand vous décidez de faire du stock picking, vous êtes avant tout un analyste. Un bon investisseur doit être avant tout un analyste, d'accord? Un bon analyste doit être avant tout un bon businessman, d'accord? Les trois sont liés. Si vous êtes un bon businessman, il y a de bonnes chances que vous soyez un bon analyste. Si vous êtes un bon analyste, il y a de bonnes chances que vous soyez un bon investisseur. OK? Donc, on continue ici. Ça, c'était pour la partie motivation. On ne baisse pas les bras, on continue. Donc, maintenant, en termes vu qu'on a tous les éléments, est-ce qu'on a tous les éléments nécessaires? Il nous manque la dette nette. Donc, la dette nette ici est de combien? Donc, la dette nette ici est à peu près de 15 milliards 490 millions. OK? 15 milliards 490 millions ici, donc je mets ici 15.400, donc 15,49 ici. Maintenant, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous manque encore comme information ici? J'aime bien aller regarder la dette nette ici sur EBITDA, d'accord? Je regarde la dette nette sur EBITDA ici, je constate que voilà, on a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 4,5, c'est déjà niveau supérieur. Donc, elle s'est endettée vraiment au max du max pour faire cette acquisition. Donc, elle doit repayer la dette, se concentrer sur le repaiement de la dette. Au moins ça, vous devez voir ça dans les rapports financiers ici. Donc, quand je tape, je dois savoir ici dette. Quand je tape dette ici, je veux absolument qu'on me mentionne ici que la dette repayment. Donc, on dit ici, our priority for cash deployment are focused on accelerating debt
repayment, maintaining our dividend and resuming share repurchase over time. Donc, premièrement, on repaye la dette, c'est la priorité des priorités. Après, maintenir le dividende, on a bien dit maintenir, pas augmenter, maintenir. Et en supplément de ça, faire des rachats d'actions en temps voulu. D'accord? Voilà la priorité au niveau du déploiement du capital. Donc, il n'y a aucune priorité au niveau ici du rachat d'actions, des acquisitions, etc. OK? Il vous mentionne également, il y a d'autres informations ici, etc. Bref, on revient à ce niveau-ci, au niveau de l'évaluation de la compagnie. Alors, maintenant, on a à peu près, je pense qu'on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec beaucoup de bavardage. Vous voyez que les chiffres, c'est bien, mais quand on parle de chiffres ici, sans mettre un tout petit peu de volume ou bien un tout petit peu d'émotion, c'est très ennuyant. D'accord? Donc, quand on prend ça ici, on met à peu près 9,5% ici. On a à peu près 15 milliards 340, l'estimation des analystes ici. À 9,5% de marge bénéficiaire fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, la dette nette qui est aux alentours ici de combien? 15 milliards 490 millions, d'accord, divisé par le nombre d'actions, combien? 507 millions d'actions. On va se rendre compte que cette compagnie-ci, en date d'aujourd'hui, on ne donnerait pas plus, on ne va pas donner plus de 27 $ l'action. Je sais que vous allez voir 26,90, je dis ici 27 $ l'action. On ne cherche pas la précision, ce qui est sûr, on ne paye pas 50 $, on ne paye pas 50 $ pour cette compagnie-ci, ni 40 $, c'est 27 $, ok? Maintenant, il y a une autre façon de regarder cela. Vu que nous, on a pris en considération la dette et que cette dette-là aura tendance à être remboursée, ne l'oubliez pas du tout. Actuellement, la dette aura tendance à être remboursée, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça dit que le 1 milliard 457 millions ici pour la dette, pour les bénéfices nets ici moyens, d'accord, par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 20 milliards. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir? Vous allez avoir un rendement de 7,28%. D'accord? Ce qui me permet de dire que cette entreprise-ci est sous-évaluée si on ne prend pas en considération la dette. OK? Donc, la priorité ici, des priorités, c'est le remboursement de la dette. Plus, si on rembourse la dette ici, le market cap aura tendance à augmenter à nouveau. Et vous pouvez avoir une idée générale ici du niveau de dette que l'entreprise a souvent eu l'habitude d'avoir une fois les bénéfices. Donc, ici, la priorité des priorités, c'est le remboursement de cette dette-là. D'accord? Donc, elle va pouvoir rembourser la dette. Si elle rembourse la dette ici, c'est-à-dire que, voilà, si elle arrive à rembourser à peu près la dette jusqu'à peu près 2 fois les EBITDA ici, combien est-ce qu'on va économiser? Donc, je peux regarder ça ici. Les EBITDA sont de combien? EBITDA, on regarde ici, en termes d'EBITDA ici, la marge des EBITDA sur les 12 derniers mois. Donc, on constate ça. Voilà. Ici, on a à peu près des EBITDA. Je vais prendre, voilà, on va le prendre ici, la médiane. Voilà. Et hop là. Donc, on prend ici sur les 3 dernières années, voilà, je prends la médiane sur les 3 dernières années. Admettons même qu'on prend 2 milliards 830, d'accord? Si l'entreprise rembourse 2 milliards 830 de dettes, disons qu'ici on a 4,5, disons deux fois la dette nette ici. Donc ici, ça fait à peu près 2 milliards 830. Non, excusez-moi. Je suis en train de faire une erreur là. Attention. 3 milliards, on doit prendre la dette nette d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on s'amuse à prendre une médiane ici. C'est pas bon. Donc ici, on a à peu près 3 milliards 260. D'accord? 3 milliards 260. D'accord? Fois 4,5. Ça nous donne ici la dette nette aux alentours. Bon, ça arrondit, je ne sais pas combien ça fait ici, mais on a une quinzaine de milliards par là. Admettons qu'on rembourse la moitié de ce montant-là. D'accord? Donc, si on rembourse la moitié de ce montant, on peut se dire ici qu'on aura à peu près une dette nette ici aux alentours d'ici de 2,25, donc divisé par 2 ici, donc on va diviser par 2, on aura remboursé 7 milliards ici. Le 7 milliards, il ne va pas disparaître. Le 7 milliards ici va gonfler votre capitalisation boursière. Or, quand on a repayé la dette ici, quand on a enlevé la dette la première fois ici, on a eu une capitalisation boursière aux alentours de 13 milliards. Donc, si on enlève juste 7 milliards, si on enlève juste 7 milliards 300, d'accord, 7 milliards 335 plus 13, vu qu'on enlève, en fait, il faut faire plus la moitié, donc l'autre moitié, on l'additionne. D'accord, ça nous donne ça. Divisé par le nombre d'actions, on aura la capitalisation boursière d'aujourd'hui. OK, donc, plus on va rembourser la dette, mieux ça sera pour nous. OK, donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire que quelqu'un qui va prendre du Baxter International surpaye? Je dirais que non. Vous ne surpayez pas. Le prix est intéressant. D'accord? Vous savez ce que ça implique. Donc, on doit mettre la priorité des priorités sur le remboursement de la dette ici. N'oubliez pas également qu'il y a des spin-offs. Mais voilà, elle a les moyens de payer ce dividende. Et ce dividende-là, il y a de fortes chances qu'il continue à être croissant dans le futur. Mais cela, il y a également le rachat d'actions. Donc, Baxter International n'est pas une mauvaise entreprise au prix actuel. D'accord? N'est pas une mauvaise entreprise au prix actuel. Idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours des 27 $ l'action sans prendre en considération la dette.
idéalement, mais si vous l'achetez à ce niveau-là, par rapport au bénéfice net actuel, vous allez vous rendre compte que ça vous donne un rendement de 10%, ce qui est exceptionnellement bon également. Donc, on lit les rapports financiers. Si cette compagnie nous intéresse, je vous ai dit qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist, mais vous savez également qu'elle va avoir tendance à se restructurer sur les mois à venir. OK? Donc, on va garder uniquement les meilleurs segments d'activité et on va vendre ou bien on va spin-off ici les segments d'activité où on a les marges les moins élevées. OK? Donc, on va rester attentif par rapport à l'évolution de cette compagnie-ci. Ça reste une belle entreprise. Avoir un portefeuille, comme je l'ai mentionné, ceci représente uniquement mon avis. D'accord? Je peux également me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.